C'est une des forces de la France, c'est qu'on a des taux fixes. Et en gros, si les taux montent, eh ben, on fait rien parce qu'on a un taux fixe. Mais si les taux baissent, on va voir le banquier, on dit on renégocie. Quand vous achetez des paquets de cigarettes, en fait, vous payez des impôts. C'est ça qu'il faut retenir. Stratégie pour le moment payante car je suis en plus-value. Alors attention, j'ai envie de te dire, tu es en plus-value sur un mois. Donc regardons dans 5 ans si tu es encore en plus-value. Et c'est là en fait où tu pourras savoir si tu as fait les bons choix. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va dans une étude notariale pour voir le patrimoine d'un clerc de notaire. C'est parti. Notre clerc de notaire, assistant clerc de notaire, patrimoine brut de 110 000 euros, patrimoine net de 12 500 euros. Donc là, sans avoir lu le patrimoine, je dirais achat de résidence principale. On voit dans son allocation, d'ailleurs, voilà, écrasé par l'immobilier, 87%, probablement sa ARP, des livrets, 6%, des actions et des fonds, 6%. Et après, le reste, on va voir ce que c'est. Célibataire de 34 ans, clerc assistant dans une étude de notaire en début de carrière. Alors c'est intéressant, déjà on voit que pour être à 34 ans, début de carrière, il y a peut-être est-ce qu'il y a une reconversion? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant. Revenu mensuel d'environ 1800 euros par mois, prorata 13e mois compris. Oui, il ne faut pas oublier on a souvent l'image du notaire qui gagne des fortunes, c'est vrai. Mais les clercs de notaire sont quand même moins bien lotis. On va regarder le salaire moyen, tiens, clerc de notaire. Hop, salaire moyen. Voilà, 2700 euros brut. Ça peut atteindre 5400, donc c'est quand même top en fin de carrière. Maintenant, on regarde salaire moyen de notaire, si vous voulez rigoler. On est plutôt à 8000, 20 000 20 000 euros par mois. Bon, je connais des notaires qui gagnent beaucoup plus que ça, donc ça peut aller beaucoup plus haut. Excellent rendement temps-salaire, le notaire. Mais bon, après, c'est quand même un métier qui a une grande responsabilité. Objectif, atteindre 500 000 euros de patrimoine et générer un complément de revenu ou de retraite d'ici 25-30 ans. Donc moi, souvent, c'est assez intéressant parce que là, déjà, on voit que cette personne a quand même fait des petits calculs parce que généralement, on me dit j'ai envie d'atteindre mon objectif de FIRE dans 5 ans. Bon, c'est généralement impossible. Là, à 25-30 ans, t'as le temps de voir venir. Le cash flow qu'on regardera juste après. Je suis propriétaire de ma résidence principale pour une valeur estimée actuelle de 95 000 euros avec un prêt à 110% au taux de 2,7% sur 25 ans. Alors pas mal d'informations. Déjà bravo pour l'achat de ta RP, c'est top. Ça veut dire quoi un emprunt à 110%? C'est que notre ami n'a pas mis d'apport. Et ça c'est assez magique. Donc ça franchement bien joué. Ne pas mettre d'apport quand on fait du levier, c'est forcément encore augmenter sa renta, donc c'est top que tu aies pu avoir ça. Et le taux qui est intéressant, 2,7% sur 25 ans, on va regarder les taux sur 25 ans en ce moment. Vous allez voir que c'est pas la même histoire. Là, on est à 3,98. Donc ça a pris 2 points par rapport à ce que toi tu as. Et surtout, on voit que là, c'est un taux excellent. Donc ça, c'est le top dossier avec la personne qui est vraiment qui gagne 10 000 euros par mois. Un très bon taux, 4,21. Un bon taux, 4,45. Donc, on est dans un autre monde maintenant. Donc bravo d'avoir pris ce taux là. Maintenant, si vous avez un taux à 3,95 ou à 3,9, peu importe, c'est pas non plus dramatique parce que vous pouvez toujours renégocier, ou vous pourrez toujours renégocier votre taux quand les taux vont baisser. Donc il faut pas non plus oublier cette option là. C'est une des forces de la France, c'est qu'on a des taux fixes et en gros si les taux montent, on fait rien parce qu'on a un taux fixe, mais si les taux baissent, on va voir le banquier, on dit on renégocie et donc on peut ajuster sa mensualité. Dans un monde des taux variables, ce qui est le cas de la Pologne, du Royaume-Uni, des États-Unis, ça marche pas comme ça. C'est le taux monte, votre taux monte aussi. Votre taux baisse votre taux baisse avec. Mais en tout cas, vous êtes soumis à la variation. Donc c'est dangereux. Nous, on a cette chance-là. Concernant mes investissements, avant d'arrêter de fumer, je pouvais mettre de côté 250 euros par mois. PEL, donc on regardera ce que c'est. Une assurance vie, 50 euros par mois. PEA et CTO, plan épargne action et compte titre ordinaire. Donc ça, c'est vraiment des acronymes horribles. Mais bon, dites-vous que c'est des enveloppes pour contenir des titres qui ont des avantages fiscaux ou pas, 100 euros par mois. Depuis que j'ai arrêté de fumer, bravo, c'est pas acquis à 100%, mais j'y crois, on y croit aussi. Je peux désormais rajouter 50 euros en plus dans mon CTO et 100 euros dans un LEP pour l'épargne de précaution, donc le matelas de sécurité. Alors, pas mal d'informations. Alors déjà, moi, ce qui m'intéressait, c'était le prix du tabac en ce moment, parce que j'avoue que je ne sais pas. Donc, on est à 11 euros. Le paquet de 20 unités, il y a une étude qui était assez marrante. Alors, si on se dit qu'on fume un paquet de cigarettes par jour pendant à 10 euros, ça fait 4000 euros de cigarettes par an. Et une autre statistique que je trouve hallucinante. Donc là, on voit que la structure des prix du tabac, c'est quand même un truc de dingue.
C'est-à-dire que là, si on prend un paquet premium 10 €, qui vaut 11 € maintenant, il y a quasiment que de la taxe. Il y a un petit peu pour le buraliste, un petit peu pour nos amis les industriels, il faut bien qu'ils vivent, ces braves gens, pour tout le mal qu'ils font. Mais en tout cas, on voit que l'État est quand même le grand gagnant de l'histoire. Bon, après, il y a une part qui retourne à la sécurité sociale, etc. Mais bon, quand vous achetez des paquets de cigarettes, en fait, vous payez des impôts. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, bravo pour ça, c'est top que tu aies pu réorienter ça. Et d'ailleurs, on voit que toi, tu dépensais a priori 150 € de cigarettes par mois. Ça fait quand même ça fait 15 paquets, un paquet tous les 2 jours. C'est beaucoup. L'argent qui reste sur mes comptes courants à la fin du mois alimente mes livrets d'épargne destinés au règlement de mes charges. Ok. J'ai vendu beaucoup de titres de mon CTO il y a un mois pour réallouer sur d'autres actions et j'ai des ETF via mon PEA ouvert récemment. Stratégie pour le moment payante car je suis en plus-value. Alors attention, j'ai envie de te dire, tu es en plus-value sur un mois. Ok, très bien. Mais là, on est plutôt dans la chance qu'autre chose puisque l'investissement, c'est le temps long. Donc un cycle d'investissement, c'est 5 ans. Donc regardons dans 5 ans si tu es encore en plus-value. Et c'est là en fait où tu pourras savoir si tu as fait les bons choix. Sur un mois, tant mieux pour toi, mais c'est pas un cycle, tu vois, c'est trop court. Comment pourrais-je améliorer ma stratégie? On va regarder ton profil. J'ai un doute pour l'investissement sur le PEL. Est-ce que je dois investir majoritairement sur le PEA plutôt que le CTO? Et là, je pense qu'il y a des optimisations à faire. Petite parenthèse pour vous montrer une fonctionnalité qu'on vient de sortir et que j'utilise pour mes analyses, c'est le partage de profil. Donc c'est super simple, vous allez sur votre compte Finari, vous cliquez ici sur la petite icône partage, ensuite vous sélectionnez la personne que vous voulez partager, si vous avez plusieurs membres sur votre famille par exemple. Ici je vais partager Jean Dupont. Je vais partager tout sauf les comptes bancaires, parce que voilà, j'ai pas envie de les partager, et les fonds euros. Je décide de masquer les valeurs ou pas, donc masquer les valeurs ça veut dire qu'on mettra des montants en euros ou des petites étoiles. Je décide de demander un mot de passe, le mot de passe on va le générer pour vous, et ensuite une fois que c'est bon, vous copiez le lien, vous l'envoyez à vos amis, ou vous me l'envoyez à moi si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, et ça vous permet de partager votre patrimoine en toute sécurité avec des proches. On a des gens qui le partagent avec leur banquier, avec leur conseiller patrimonial, évidemment avec leurs amis. C'est vraiment super intéressant parce que ça permet de voir ce que font les autres. Du coup, on se retrouve sur son profil Finari, patrimoine brut, bon ça c'est les valeurs qu'il nous avait déjà annoncées. On retrouve tous les graphiques ici. On voit que évidemment, il y a eu un gros investissement CRP. A priori, il a déjà gagné de l'argent dessus, 10% depuis l'achat, ça c'est top. Donc on va tout de suite aller voir la RP. Donc là, on voit que sa RP vaut 95 000 €. Et donc, quand vous ajoutez un bien immobilier sur Finari, en fait, on l'estime automatiquement toutes les semaines. Donc, si le prix du bien augmente, voilà, c'est automatique. Vous n'avez pas à aller sur Meilleurs Agents ou quelque chose comme ça pour voir le prix au mètre carré. On estime votre propriété, votre bien en temps réel. Donc, si on regarde le bien en détail, vous allez voir qu'on vous donne plein d'infos sur Finari. Donc, par exemple, le prix au mètre carré, on vous lui dit que c'est au-dessus du marché. On ne sait pas où c'est, mais en tout cas, à 2100 €, il est au-dessus du marché actuellement, 8% de plus. La moyenne qu'on a constatée sur la zone, c'est 1949 € donc, au mètre carré. Donc il est quand même, a priori, il a un bien qui est plutôt, qui a une valorisation supérieure, en tout cas qui est apprécié des investisseurs. Petite plus-value. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous ajoutez votre bien, d'ailleurs, vous pouvez aussi indiquer les frais de notaire qui sont du coup allés dans la poche du patron de notre ami. Quand vous ajoutez un bien, vous pouvez non seulement évidemment donner toutes les caractéristiques, donc ici on voit que c'est le 2e étage, il y a 2 pièces, il y a 5 étages sur le bâtiment, une salle de bain, etc., etc. Il n'y a pas d'ascenseur, une petite terrasse. Vous pouvez aussi donner la qualité et l'état des grandes parties de votre bien. La cuisine par exemple, ici on voit que c'est 3 étoiles sur 4, donc c'est de la bonne qualité, c'est plutôt en bon état. C'est pas du neuf, c'est pas du super haut de gamme, mais c'est pas non plus du Ikea qui a 10 ans derrière lui. Donc on est plutôt bien, on voit que les sols sont un peu moins bien. Mais en tout cas, si vous voulez suivre votre patrimoine immobilier, vous pouvez l'ajouter, on l'estime et du coup vous avez une chose en moins à faire puisqu'on vous donne la valo en direct en fonction de ce qui se passe dans le marché. Maintenant, tu as ton emprunt qui est associé à ça. Donc là, on voit tu as ta belle courbe d'amortissement qui est vraiment ma courbe préférée, je pense, sur Finari. On voit que progressivement, tu vas rembourser du capital parce que là, ce qu'on voit, c'est le capital, c'est pas le coût total. Le coût total est supérieur parce qu'on va payer du capital plus des intérêts. Et donc, on voit que tous les mois, actuellement, tu as une mensualité à 479, du capital, des intérêts et tu as remboursé 3% de ton emprunt pour l'instant. Et a priori, tu es au max de ta capacité d'emprunt disponible, il ne te reste plus rien. Et bon, ça, c'est pas surprenant vu que tu as dû aller vraiment chercher le maximum pour acheter la RP dont tu avais envie. En tout cas, tu as une durée très longue. Ça, c'est top parce que du coup, alors évidemment, le coût est supérieur à si tu l'avais emprunté, si tu avais emprunté sur 20 ans, sur 15 ans. Mais par contre, tu peux baisser la mensualité avec ça. Donc, vraiment, emprunt long avec taux fixe, c'est quand même la magie du Made in France. On passe ici sur tes livrets. Et donc, tu nous as parlé de plusieurs types de livrets. Donc, tu nous as parlé du PEL. Donc, le PEL, qu'est-ce que c'est ?
Ça s'appelle le plan épargne logement. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le plan, parce qu'en fait c'est un livret. Ils auraient dû appeler ça le livret épargne logement. Mais bon, le LEL, c'est pas très prononçable peut-être. Qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet d'obtenir un taux à des conditions préférentielles, un emprunt à des conditions avantageuses. Alors vous pouvez acheter votre résidence principale, votre résidence secondaire. Si tu as envie d'acheter un deuxième appartement, tu pourrais. Ou une résidence de tourisme. Et le taux varie. Et donc on va dire que tu l'as ouvert assez récemment, mais tu vois, le taux est assez faible quand même. C'est pas terrible. 2% à partir de janvier 2023. Je rappelle que le livret A, lui, est à 3%. À moins que ton livret A soit plein, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Alors, on cache ici les noms des comptes pour des raisons de sécurité, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un PEL alors que ton livret A n'est pas complet et qu'il paye plus. Ou encore mieux, en fait, tu pourrais le mettre sur ton LEP, puisque tu nous dis que tu as un LEP ici. Qu'est-ce que c'est le LEP? C'est un livret qui paye, c'est tout simplement le livret le plus rentable de France. Voilà, je vous le dis. La rémunération, c'est du 6%. On peut voir les anciens taux, mais ça a explosé. Puisque le LEP, son but, c'est de vous protéger de l'inflation. Donc la Banque centrale, la Banque de France plutôt, définit, calcule l'inflation et dit voilà, l'inflation c'est 6, du coup le LEP il paye 6, pour être sûr que quelqu'un qui mette son argent dedans ne perde pas en pouvoir d'achat. C'est pensé pour les revenus plutôt modestes, pour les ménages qui ont un petit revenu, puisqu'il y a des conditions, et donc on voit ici qu'il faut avoir un revenu maximal de 21 393 €, ce qui devrait être ton cas vu que tu es célibataire. Donc à vérifier, c'est sur l'année précédente, généralement, revenu fiscal 2022. À toi de voir, mais a priori, si tu l'as, c'est que tu as le droit. Donc quel intérêt de mettre dans ton PEL plutôt que dans ton LEP? Toujours les acronymes. Je ne suis pas sûr. Quitte à choisir, plutôt même mettre dans le livret A à la limite, mais en tout cas le LEP, tant qu'il n'est pas rempli, le plafond c'est 10 000 €. A priori, tu n'y es pas, je pense que c'est celui-ci, le premier. Tu peux aller mettre plus. Donc voilà, la question à te poser, c'est pourquoi le PEL? Je ne sais pas, à toi de nous dire. Alors une autre de tes questions, c'était de savoir si ta stratégie était bonne et si tu devais plutôt investir sur le PEA plutôt que sur le CTO. Alors j'ai envie de te dire, ça dépend mon capitaine. Donc on voit ton patrimoine qui a bien augmenté entre mai 2023 et aujourd'hui, tu as doublé concrètement, quasiment, tu as doublé ton patrimoine financier en tout cas, donc top. Par contre, là, on est sur un tableau de Piet Mondrian, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis un grand fan de Piet Mondrian. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément grave. Mais maintenant, qui dit beaucoup d'investissement, on dit beaucoup de décisions à prendre. On va regarder ce que tu as. Alors déjà, je vois des frais. Ça me plaît pas. On regarde les frais, on voit que dans l'assurance vie, chez Bourso, tu as... Alors là, je peux déjà te dire que tu es en gestion pilotée, parce que je reconnais les fonds. Donc qu'est-ce que ça veut dire la gestion pilotée? Ça veut dire que vous avez délégué la gestion, vous avez donné un mandat de gestion à votre assureur, en l'occurrence, ou à une société de gestion, peu importe. Donc en l'occurrence, ici, Bourso prend la gestion de ton patrimoine, prend la gestion de ton assurance vie, ils te prennent des frais de gestion pour ça, et ils te donnent des super fonds actifs que tu vois ici, avec des frais qui sont très salés, et on voit que sur le long terme, le manque à gagner, c'est simple, c'est 5 000 € de manque à gagner sur 30 ans. Et ça encore, c'est parce que tu as un montant relativement faible, tu as 1 000 € dans l'assurance vie, mais bon, voilà, si tu mets 10 fois plus, tu multiplies par 10 le manque à gagner. Donc pourquoi c'est pas terrible? Parce qu'en fait, statistiquement, la gestion active se fait battre par la gestion passive. Donc tous ceux qui n'y croient pas, l'étude Spiva, qu'on va mettre d'ailleurs dans la description, parce qu'elle est vraiment passionnante, c'est la preuve en fait de ça. Et donc ici on voit, donc c'est nos amis de S&P, les fameux, c'est Standard & Poor's, ceux qui font les indices comme le S&P 500, qui publient cette étude depuis longtemps. Forcément, ils prêchent pour leur paroisse, puisque eux, ils veulent faire du passif, ils veulent vendre, ils veulent que les gens investissent dans leurs indices, ils veulent plutôt que les gérants payent leurs indices. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit que sur 15 ans, 92% des gérants actifs, donc c'est les gérants que tu as ici dans ton patrimoine, là, les différents fonds, Odo, Amundi, Edmond Rothschild, etc. J'ai rien contre eux, c'est des super boîtes, mais voilà, c'est ça la réalité. 92 sous-performent. Alors, est-ce que tu peux avoir une chance d'avoir les 8% qui surperforment? Oui, mais bon, pourquoi prendre le risque? Tu peux avoir 100% du temps la performance du marché en prenant un ETF, et d'ailleurs, on voit que c'est ce que tu as fait, puisque tu as des ETF dans ton CTO et tu as des ETF dans ton
PEA. Pourquoi tu as des ETF? Et je pense que c'est là où il y a de l'arbitrage. Donc, première question à te poser, c'est est-ce que tu penses que ça vaut le coup de donner autant d'argent à l'assureur pour les frais? Voilà, moi je pense que c'est généralement les gens qui ont ça pensent que ça va surperformer, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que tu peux faire, d'ailleurs, à chaque fois, on te met le fonds qui ferait la même chose. Hein, tu vois, ici, tu as un fonds Edmond Rothschild qui, a priori, fait des marchés émergents. Bah, en fait, tu as le même fonds chez Amundi qui prend 0,10% en ETF. Lui, il prend 2,72. Bon, ça fait juste 27 fois plus. Donc, ça fait quand même cher. La bonne nouvelle, c'est que je pense que chez Boursorama, tu peux simplement demander à ne plus prendre la gestion pilotée, passer en gestion libre, mais garder l'assurance vie, donc garder aussi l'ancienneté du contrat. Donc ça peut être intéressant pour toi, à toi de voir. En tout cas, les frais, là, moi, je les trouve pas terribles. Dans ton compte titre, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a pas mal de surprises. Je trouve ça assez surprenant puisque tu as du Total, Gecina, BNP, AXA. Donc, que des boîtes françaises, là, concrètement. Pourquoi investir dans des boîtes françaises via un CTO? Je rappelle que le taux d'imposition sur un CTO, c'est 30% de la plus-value. C'est-à-dire que Total, mettons que tu fasses 1000 € de plus-value, tu paieras 300 € d'impôt. La même chose dans ton PEA, si tu respectes les conditions de détention du PEA, c'est-à-dire 5 ans sans retirer d'argent, bah tu payes 17,2 d'impôt, puisque tu ne payes pas, enfin tu payes 17,2 de CSG, CRDS, parce que tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value. Donc en gros, tu économises 40%. Ça semble quand même être un super bon calcul. Donc je ne sais pas pourquoi tu as un CTO, et d'ailleurs tu te poses la question, donc je pense que là il y a clairement un arbitrage à faire pour optimiser la fiscalité. D'ailleurs c'est dans le bon ordre, puisque a priori tu es convaincu par ces titres, ce que je ne remets pas en question. Maintenant, une fois que tu as décidé que tu allais investir dans ces titres, il s'agit d'optimiser la fiscalité, et c'est là que tu peux les mettre dans un PEA. Quand on investit, on ne fait pas de la défiscalisation, on fait de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'on investit d'abord dans un bon actif et ensuite on essaye de baisser les impôts ou de les optimiser. Donc là, il y a clairement une optimisation à faire parce que tu peux baisser tes impôts de 40%. Donc ça, c'est top, c'est facile à faire et tu peux le faire rapidement. Le compte titre, ça sert à quoi? Ça sert à investir dans des actifs américains, dans des obligations par exemple, dans de l'or, tu peux investir dans plein de choses. Là où le PEA, c'est que dans des actifs, que dans des actions ou des ETF qui répliquent des actions, que dans des actifs européens, même si via une petite entourloupe qui s'appelle les ETF synthétiques, tu peux investir dans le S&P 500 et le MSCI World. D'ailleurs, du coup, ce iShares, tu pourrais l'avoir dans ton PEA. Le iShares MSCI World, alors je pense que celui-là, tu ne pourrais pas l'avoir chez Bourso, mais tu pourrais avoir un équivalent chez Amundi ou Lyxor, et ça serait exactement la même chose, c'est juste que tu ne paierais moins d'impôts. Donc le compte titre, c'est super si vous voulez investir dans les actifs non européens. En gros. D'ailleurs, on voit que tu es quand même très exposé à la France. Si je regarde ta diversification ici, tu es à 54%. Et si on va dans les insights, en fait, on va pouvoir voir ta diversification géographique, puisqu'on calcule à la fois ta diversification géographique et sectorielle. Donc sectorielle, tu es plutôt bon, tu as 8 sur 10, puisque tu as plein de choses différentes. Là, on voit, si on descend, tu as du service financier, tu as du bien non essentiel, de l'industrie. Donc tu as plein de choses, c'est top. Si vous voulez aller voir d'ailleurs ce qu'il y a derrière, vous cliquez et vous voyez le détail. Maintenant, diversification géographique, 3 sur 10, pourquoi? On te le dit, surexposition à la France, t'as pas beaucoup de pays, t'as 21 pays, et on regarde, t'es très exposé à l'Europe aussi, si on regarde les régions, 74% d'Europe. L'Europe, c'est, je rappelle, une petite partie du marché action mondial. La plus grosse partie, ça reste les États-Unis. Donc ça peut être un choix, tu peux penser que l'Europe va surperformer les États-Unis, ce qui est le cas depuis le début de l'année. Maintenant, historiquement, les États-Unis battent à plate couture l'Europe. Donc c'est un choix que tu fais ici, donc il faut juste que tu en aies conscience dans tes investissements. Tu as quelques titres américains via notamment tes ETF, S&P 500, MSCI World, mais tu es quand même surexposé à la France. Si tu es à l'aise avec ça, pourquoi pas. Si tu n'es pas à l'aise ou si tu ne le savais pas, il y a peut-être une décision d'arbitrage à faire. Et donc pour finir, ton objectif, ce qui était quand même l'objet de cette vidéo, tu veux 500 000 € de patrimoine, avec un complément de revenu, donc tu n'as pas un montant fixe en tête, tu veux juste avoir un complément de revenu d'ici 25 ou 30 ans. Donc le simulateur Finari, le lien est dans la description, c'est gratuit, vous pouvez jouer avec, c'est vraiment super intéressant. On a pris ton patrimoine actuel, 109 000, on a fait la répartition entre l'immobilier, 87%, et la bourse, le reste. On a pris ton investissement actuel, qu'on a annualisé, 4 800 €, et on est parti du principe que tu allais tout investir en bourse. Alors, c'est pas exactement ce que tu nous dis, mais bon, je pense que
une fois que tu auras reconstitué ton matelas de sécurité, a priori, c'est ce que tu vas faire. On t'a mis 30 années d'épargne pour être vraiment large. Rendement bourse, 8%, c'est le rendement historique. D'ailleurs, on va regarder le rendement historique parce qu'on en parle souvent. Voilà, sur les 44 dernières années, le MSCI World, il fait 10%. Alors évidemment, performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est un fait. Nous, on est plutôt conservateur, mais 8%. Sur l'immobilier, en fait, on ne sait pas de combien ton bien va augmenter, donc on a mis 3%, ce qui est le rendement historique du marché. On a sorti Paris parce qu'a priori, tu n'as pas acheté à Paris. Mais c'est très difficile à estimer, c'est un peu un marché à part. On a mis un taux d'imposition à 17,2 parce qu'on allait dire que tu allais tout mettre dans ton PEA et que tu n'allais pas atteindre ton plafond des 150 000 € de dépôt. Donc, tu allais pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal sur tout. Taux de retrait à 4%, c'est le classique, c'est que tu vas consommer 4% de ton capital chaque année. Il y a plein d'études qui montrent qu'avec 4%, on ne déplétit jamais son capital. Même si maintenant, avec l'inflation qui augmente, on est plutôt à 3,5%, mais on peut mettre 3,5% aussi, ça n'a pas changé grand-chose. Et le taux d'inflation, 3%, c'est la moyenne long terme. Et donc, on voit que ça t'amène sur 30 ans à 428 000 € de patrimoine. Donc, on n'est pas très loin de ton objectif. On n'est vraiment pas très loin. Et 1 200 € de revenus passifs par mois si tu vends une partie si tu vends 3,5% de ton patrimoine. C'est ton taux de retrait. Maintenant, si on dit tu passes à 6 000 € d'investissement, donc 500 € par mois, hop, bah en fait, tu y es à ton objectif dans 30 ans. Donc, tu es vraiment super bien parti. Je pense que tu as les bons réflexes pour atteindre ton objectif. Le point peut-être d'attention, c'est quand même, d'une part, les livrets, donc que tu as très bien identifié, et d'autre part, l'optimisation fiscale entre CTO et PEA. Et enfin, voir si tu as vraiment envie, même si tu as des très beaux titres en portefeuille comme Total ou Gecina, tu as quand même pris des décisions de gestion. Donc, est-ce que tu es prêt à investir le temps pour rechercher les titres, voir les actualités, faire des arbitrages éventuels? C'est à toi de voir, pourquoi pas. On a plein d'utilisateurs qui sont très investis dans la gestion active, d'autres qui sont plutôt très passifs. En tout cas, pour moi, la question à te poser, c'est plutôt la France versus le reste du monde, puisque là, aujourd'hui, tu es très exposé à la France, tu as une diversification géographique qui n'est pas terrible, 3 sur 10. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour rééquilibrer ça et atteindre ton objectif avec sérénité. En tout cas, tu es très bien parti, bravo pour ton parcours jusqu'à maintenant. C'est vraiment un profil qui est très sain, je trouve. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite des bons investissements, soyez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.